Chapitre 19. Chloé était folle de joie. Cela faisait plaisir à voir. Enfin, Jonathan tenait sa promesse de l'emmener au muséum d'histoire naturelle. Il gara la Chevrolet blanche, fraîchement réparée, et ils marchèrent ensemble jusqu'à l'entrée. C'était bon de sentir sa petite main dans la sienne. Le ciel était bleu, sans aucune brume matinale, et l'air encore frais portait le parfum léger des arbustes en fleurs qui bordaient le chemin menant au musée. On entendait des éclats de voix dans les langues variées des touristes qui affluaient en petits groupes vers le muséum. À l'intérieur, l'exposition sur l'Amazonie était fascinante. Dans une serre géante était reconstituée une portion de forêt tropicale avec des arbres de près de 15 mètres de haut, desquels pendaient çà et là des lianes enchevêtrées qui se mêlaient à toutes sortes d'arbustes touffus et de plantes envahissantes. La lumière était faible, recréant une pénombre fidèle à l'original. Le tout dans une atmosphère incroyablement humide, où l'air moite et chaud était chargé des senteurs puissantes de plantes exotiques inconnues. Des tableaux expliquaient la formidable diversité des espèces hébergées par la forêt amazonienne et révélaient que la plupart des firmes pharmaceutiques du monde entier s'y rendaient pour y étudier les plantes qui feraient les remèdes de demain, parfois en interrogeant dans le plus grand secret les chamans afin de s'inspirer de leur savoir. Les pancartes rappelaient la menace que les exploitants faisaient planer sur la forêt et le rythme inquiétant de sa destruction. Jonathan ne put s'empêcher d'en ressentir un pincement au cœur. Après l'exposition, ils rejoignirent le grand hall de l'évolution où, à peine entrée, Chloé poussa un cri. Devant elle se dressait le squelette gigantesque d'un dinosaure. La gueule ouverte exhibait une mâchoire d'une taille démesurée, dotée de dents menaçantes. À elle seule, la mâchoire était plus grande que Chloé tout entière. Ils firent le tour du géant osseux, mais l'esprit de Jonathan était encore absorbé par la forêt amazonienne et la menace qui pesait sur elle. L'homme civilisé avait déjà détruit l'équilibre biologique de ces champs. En quelques décennies, les cultures intensives à coups de pesticides avaient transformé ces lieux où fourmillait autrefois la vie de milliers d'espèces d'insectes et d'animaux en un espace mort où, sur des centaines de milliers d'hectares, s'étalait à perte de vue une seule céréale. Un espace expurgé de presque toutes les autres formes de vie. Un vide abyssal. La destruction de la forêt amazonienne était, Jonathan le sentait, l'acte à ne pas commettre, à ne pas poursuivre, l'erreur de trop. Chloé ne quittait pas des yeux le squelette géant. À proximité passait un groupe de visiteurs encadré par une conférencière à l'accent très british. Avant leur extinction, disait-elle, les dinosaures étaient devenus une espèce prépondérante sur notre planète, dont ils dominaient tous les écosystèmes. Ils ne connaissaient plus aucun prédateur, et ils régnaient en maîtres sur la terre, dans les mers et dans les airs. Tous les animaux étaient à leur merci, toutes les plantes, tous les arbres. Ils avaient acquis le pouvoir de détruire tous les autres êtres vivants, et ils usaient sans complexe de ce pouvoir. Jonathan repensa en souriant aux propos de Margie. Dans l'histoire du monde, disait-elle, tous ceux qui ont eu vocation à s'imposer se sont désintégrés. À la fin de leur règne, reprit la conférencière anglaise, les dinosaures devenaient de plus en plus grands et de plus en plus obèses. Rien ne laissait présager leur disparition soudaine, qui reste aujourd'hui encore, malgré les hypothèses avancées, un mystère. « Papa, j'ai faim. »« C'est les dinosaures qui te donnent faim, ma chérie. »« Je ne peux plus attendre, j'ai trop faim. » Ils se dirigèrent vers la sortie et entrèrent dans le fast-food installé à proximité.
Il acheta un hot-dog géant pour sa fille et pour lui un énorme hamburger qu'ils mangèrent en marchant dans le jardin. « Tu aimes ? C'est délicieux, dit Chloé, et la sauce est la meilleure du monde entier. » C'était tellement craquant de voir Chloé ouvrir avec peine sa petite bouche pour croquer dans ce sandwich bien trop grand pour elle. À 7 ans, elle avait encore gardé quelques traits du bébé qu'elle était autrefois, comme ses belles joues rondes avec des fossettes qui apparaissaient quand elle souriait. C'était un tel bonheur d'être avec elle, de la regarder se régaler comme ça. Il regrettait les années passées qu'il avait sans doute trop consacrées à son travail, au détriment de sa famille. Angela avait raison quand elle le lui reprochait. Il n'avait jamais voulu l'admettre, arguant toujours que c'était pour elle qu'il s'investissait dans le cabinet, pour leur avenir. C'était juste, mais le présent ne se revit pas une seconde fois. Les moments perdus le sont pour toujours. Heureusement qu'il s'en rendait compte maintenant. Chloé était encore une enfant, et il était bien décidé à savourer leur relation, ne serait-ce qu'un week-end sur 2. Il laisserait désormais son téléphone portable, ses emails, textos et autres applis de news à la maison. « Il est bon ton hamburger ?» demanda-t-elle. « Pas mal et... » Sur un banc, à quelques mètres, était assis un homme au visage familier. Mais d'où Jonathan le connaissait-il ? Impossible de mettre un nom. Leurs regards se croisèrent sans que l'autre réagisse. « Mais oui, bien sûr. Je vous ai vu à la télé l'autre jour, lui dit Jonathan en s'approchant. Un reportage sur l'expo amazonienne. » L'homme acquiesça en souriant. C'était l'Indien qui parlait de la forêt. Marrant de voir en vrai un inconnu qui passait sur le petit écran quelques jours plus tôt. « Vos propos de l'autre jour m'ont touché, dit Jonathan. C'est terrible que cette forêt soit détruite. Tout ça pour de l'argent. » L'Indien acquiesça en silence. « Les autres pays, continua Jonathan, devraient faire pression sur les Brésiliens pour qu'ils cessent de faire ça. » L'Indien le fixa quelques instants d'un regard profond. « Vous pouvez dire ça, » finit-il par dire d'un ton énigmatique, presque indulgent. Jonathan fronça les sourcils. L'autre continuait de le fixer tranquillement, de ses yeux charitables. « Qu'est-ce que vous voulez dire au juste ?» L'Indien parla d'une voix douce, sans aucune amertume apparente, alors que l'on évoquait le drame qui visait la terre de ses ancêtres. Les Brésiliens abattent la forêt pour la transformer en champ de soja et nourrir les bœufs. Oui, je sais. Il regarda longuement Jonathan, d'un regard tellement bienveillant que le silence devint vite embarrassant. L'Indien finit par reprendre d'un ton toujours aussi calme, aussi bon. « Vous savez à qui sont destinés ces bœufs ?» Il fallut quelques secondes à Jonathan pour comprendre. Et alors il se figea. Il avala sa salive. Sa main qui tenait le hamburger devint moite. Il se sentit rougir. Il resta ainsi, quelques instants, qui durèrent une éternité, face à cet homme digne et paradoxalement compatissant, qui posait sur lui des yeux pleins de bonté. Le monde est la résultante de nos actes individuels. Se changer soi-même est la seule voie vers un monde meilleur où il fait bon vivre. Chapitre 20. Cette idée tournait en boucle dans l'esprit de Jonathan. Agité au fond de son lit, il ne parvenait pas à trouver le sommeil. La honte qu'il avait ressentie en présence de l'Indien, doublée d'un sentiment de culpabilité, l'avait amené à réaliser ce qui lui semblait maintenant une certitude. C'est en commençant par se changer lui-même que Gandhi avait réussi à faire basculer l'histoire de l'Inde sans jamais participer au moindre gouvernement. On le représente toujours doté d'une assurance tranquille, vêtu de son humble dhoti de coton blanc et refusant tout titre honorifique. C'est oublier que dans sa jeunesse,
Il était d'une timidité maladive, emballé dans un costume 3 pièces qu'il portait dans l'espoir d'être reconnu des Anglais. C'est bien son évolution intérieure, sa transformation en un homme serein, bon, juste et dénué d'ego, qui le rendit plus puissant que tout l'Empire britannique, son armée et ses institutions. C'est aussi en vivant une véritable mue intérieure que Mandela avait fait basculer l'histoire de l'Afrique du Sud, du fond de la cellule où il était enfermé. On oublie souvent qu'à l'origine, Mandela prônait la lutte armée, raison pour laquelle il avait été incarcéré. Mais, en prison, cet homme vécut une évolution personnelle admirable. Non seulement il devint un pacifiste non violent, mais encore, il fut capable de pardonner à ses ennemis, ces geôliers qu'il avait pourtant abusivement maintenus 27 longues années en captivité. Et c'est bien parce qu'il fut lui-même capable de pardonner que le pays vécut relativement pacifiquement cet incroyable retournement de situation. Jonathan finit par s'endormir, et cette nuit-là, il fit un drôle de rêve. Il vole dans les nuages, puis s'élève au-dessus, planant sur la mer de coton blanc, dans un ciel infiniment bleu. Il survole la Russie, aperçoit Lénine et des révolutionnaires qui se réunissent dans les rues. Il répète avec beaucoup d'enthousiasme « Nous voulons un pays égalitaire ». Des gens passent, noirs. Quand il s'écarte enfin, Jonathan aperçoit des millions de morts qui s'accumulent partout. Des nuages, encore, puis la nuit défile à toute allure. Jonathan se sent en apesanteur. Il tournoie lentement sur lui-même dans le ciel. Les nuages filent sous lui. Au-dessus, le ciel noir. Puis de nouveau la lumière apparaît à l'horizon, timide, blanche. En bas, les clochers dorés des églises de Saint-Pétersbourg pointent leurs flèches vers Jonathan. Autour, des immeubles modernes. Dans les rues, des voitures. Lénine est assis au sommet d'un gratte-ciel. Il hausse les épaules. Il parle, et pourtant, Jonathan sait bien que c'est la voix de Marchi. Tout ça pour aboutir au pays le plus inégalitaire au monde, aujourd'hui théâtre d'un capitalisme débridé. Un souffle de vent très fort. Jonathan ne peut résister. Il est déporté à vive allure vers l'est, malmené au milieu des nuages. Il survole maintenant la Chine. Et là-bas, loin, en dessous, il entrevoit Mao, un demi-sourire aux lèvres, qui annonce sa nouvelle politique économique. Le grand bond en avant va nous permettre d'accroître fortement la production agricole. Des nuages s'accumulent, très noirs. La voix de Marchi émerge du néant. Dans les 3 années qui suivirent, 30 millions de personnes moururent de faim en Chine. Des éclairs fendent l'air et poignardent les ténèbres. Les nuages s'écartent. Jonathan survole la France, reconnaît la Bourgogne qu'il a tant aimée dans son enfance. Des charrues sont attelées aux bœufs dans les prés vallonnés. Derrière une forêt apparaît Paris. Les calèches, les fiacres, le cri des garçons cochers dans les rues étroites, frangeuses et puantes. Le soleil à l'horizontale, lumière mordorée sur les toits. Robespierre prend la parole au club des Jacobins, sincère, idéaliste. Abolir les privilèges de la classe dirigeante. Et puis la guillotine, les têtes qui roulent, le sang qui coule, l'odeur âpre. Les rues se remplissent d'une masse rouge, visqueuse, qui se déverse dans les avenues. Tout Paris devient rouge. Place de la Concorde, Robespierre regarde le sang couler. Une berline précédée de motards passe devant lui. La mer de sang s'écarte devant les grosses motos. Robespierre applaudit. À l'intérieur, un homme répète en boucle d'un ton sincère « Je suis au service des citoyens ». Les motos suivies de la berline remontent la rue Royale. « Je suis au service des citoyens ».
Le cortège tourne à gauche et enfile le faubourg Saint-Honoré. Je suis au service des citoyens. Il passe sous le porche du palais de l'Élysée. L'homme descend de la berline. Je suis au service des citoyens. Un tapis rouge l'attend. Les gardes républicains en tunique noire et or, couvre-chef à plumet rouge, forment une haie d'honneur. L'homme parcourt toute la longueur du tapis, entre dans le palais, traverse ses salons aux boiseries dorées et aux tapisseries soyeuses, approche de l'escalier. Les garçons d'étage se mettent aussitôt garde à vous. Un sommelier aux gants blancs s'incline en lui présentant des grands crus. Un cuisinier fait une révérence en lui montrant un immense plat d'argent rempli des victuailles les plus fines. L'homme monte l'escalier. En haut, une cour de conseillers lui fait des courbettes. Une actrice se déshabille et frotte son corps nu et moite sur sa bedaine proéminente. Les valets lui ouvrent les portes et s'inclinent sur son passage. Il s'arrête à l'entrée de son bureau. La lumière se reflète dans les innombrables dorures. Il se retourne, toise tous ses serviteurs, conseillers, gardes et cuisiniers, et constate : les citoyens sont à mon service. À ce moment-là, sa tête se met à enfler, enfler, enfler. Elle se remplit d'air, elle gonfle comme une outre, se déforme, devient difforme, occupe la moitié de l'espace de l'immense bureau. Après quoi, ses lèvres boursouflées s'ouvrent et se referment à l'infini, comme celles d'un poisson obèse. Et il se met à souffler du vent, encore du vent. Un journaliste se précipite et présente devant l'orifice présidentiel un micro en plastique rose qui s'évase, à son extrémité, en un rond trempé dans de l'eau savonneuse. Et alors apparaissent des bulles, des bulles, des bulles à l'infini. Mais l'homme continue d'enfler, jusqu'à ce que soudain le gaz s'échappe de sa personne dans un sifflement continu. Alors, il commence à se dégonfler comme un ballon de baudruche percé. Et le gaz, en s'expulsant bruyamment, le propulse dans les airs aux quatre coins de la pièce, avant qu'il ne soit expulsé par la fenêtre ouverte. Il survole en tourbillonnant la cour de l'Élysée, passe au-dessus du tapis rouge parcouru au même moment par un autre homme qui répète en boucle « Je suis au service des citoyens ». Au même instant, de l'autre côté de la scène, des dizaines de députés à tête enflée se dégonflent de concert et sont propulsés avec le même sifflement par les fenêtres de l'Assemblée nationale. Ils survolent bruyamment le quartier de Saint-Germain qu'ils remontent jusqu'au jardin du Luxembourg. Ils sont alors aspirés par les fenêtres du Sénat et retombent mollement, flasques comme des marionnettes en caoutchouc dégonflées, dans de somptueux fauteuils de velours pourpre, où ils s'assoupissent instantanément dans un bruit de flatulence.